Désolé pour le retard, ça a été un peu compliqué ce matin. J'ai un taxi qui sait pas écrire Van Gogh, mais ça va. Je râle, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, c'est un peu plus détente, un peu plus souple. On n'a pas de médecin, tout ça. Et on va commencer la matinée par une grande question. C'est commencer de vivre avec la NMO. Ou la mocade. Et alors là, vous n'avez pas l'équipe au complet, il y en manque une qui est dans la voiture. Mais voilà, je vais vous présenter rapidement l'équipe. Je vais vous laisser vous présenter en fait, parce que je n'ai pas envie. Tiens. Ok. Moi, c'est Nelly. J'habite vers Beauvais, pas très loin. Je suis avec la Fondation Soumera depuis... C'est ma 2e année en fait. Voilà, avec Bérangère et les autres. Et je suis patiente MOGAD diagnostiquée depuis 2016. Voilà. Qu'est-ce que on pourrait, puisque là aujourd'hui on est un peu... on pourrait parler de ce qui nous reste en séquelles bien Ouais, alors moi j'ai fait... vite fait, en 2006, j'ai fait une névrite optique. Sans diagnostic posé, juste à l'époque soignée par des corticoïdes. J'ai récupéré complètement en 3 mois. J'ai une légère séquelle à l'œil gauche quand même. J'ai un léger flou, voilà, et je porte des lunettes de repos. Sinon, j'ai plutôt une bonne vue. Donc ça, au niveau des séquelles, au niveau des yeux, c'est plutôt bien. Je crois que c'est le truc le moins pourri que j'ai. Ensuite, en 2016, j'ai été paraplégique complètement. Et pour le coup, hier, on a parlé des échanges plasmatiques. Et ben, bien merci, puisque j'ai quand même récupéré toute la mobilité au niveau de mes jambes. Voilà, ça a pris quelques mois. Donc je suis plutôt très heureuse aujourd'hui d'être debout. Voilà, et au niveau des séquelles, par contre, j'ai beaucoup de douleurs. Voilà, par rapport à mes copines, je crois que je suis celle qui a le plus de douleurs. J'ai beaucoup de médicaments, en fait, pour ça. J'ai aussi des spasmes, donc je prends aussi des antispasmodiques. Et j'ai une vessie hyperactive, donc en séquelles, j'ai des problèmes de vessie. Voilà, donc je suis suivie en ophtalmo, en neurologie et en urologie. Voilà, j'y vais assez régulièrement. Et puis sinon, ça va bien, puisque je suis enseignante et je travaille à plein temps aujourd'hui. Donc voilà, il y a juste au travail, j'ai des horaires éventuellement qui sont adaptés et j'ai une chaise haute près du tableau pour pouvoir m'asseoir quand même de temps en temps, parce que je peux pas rester trop longtemps debout en statique, j'ai très mal aux jambes en fait. Donc soit il faut que je me déplace, en marchant ça va. J'ai moins de douleur en fait en marchant qu'en étant debout en statique. Donc hier j'étais un petit peu debout là-bas, mais il fallait régulièrement que je bouge mes jambes. Sinon j'ai très mal. Donc c'est ma principale séquelle, on va dire que c'est ça, c'est les douleurs aux jambes, en bas du dos, les fourmillements aussi. J'entendais hier parler de fourmillements. D'autres patients, j'ai aussi beaucoup de fourmillements dans les pieds, dans les jambes, et les douleurs, ça se caractérise par des brûlures. Voilà, donc, mais sinon ça va bien. Voilà, dans l'ensemble, donc à Bérangère. Moi j'ai commencé la maladie en 2001, j'avais 21 ans, pleine de vie, un nouveau copain, tout allait bien, je travaillais, j'étais aide-soignante en neurologie. J'ai fait une première névrite optique, je connaissais la sclérose en plaques puisque j'avais travaillé dans ce service-là, donc je me suis retrouvée hospitalisée du jour au lendemain et j'ai pas compris ma vie. Et j'ai eu un bolus de cortisone, rien à l'IRM. Je suis ressortie comme je suis venue avec une surveillance. Et l'année d'après, on a décidé d'avoir un bébé avec mon conjoint de l'époque et mon mari maintenant. Et quand j'étais enceinte d'Emma, j'ai fait une poussée à l'autre œil, rebelote, aveugle, machin, nana et tout. Et pareil, il n'y avait rien aux examens. Les tests pour la neuromyélite optique n'existaient pas encore. Donc je suis repartie comme ça avec une petite surveillance derrière. Et puis quand j'ai présenté des épisodes de paresthésie, etc. Et quand j'allais voir mon médecin traitant, je précise traitant, il me disait: oh, tu fais pas un peu de dépression en ce moment? Tu es stressé? Ben non, je suis pas stressé, tout va bien. C'est pas le bébé, ça te fatigue? Non, ben non, toujours pas en fait. Donc voilà, je suis restée comme ça pendant 5-6 ans à faire des trucs, des fourmis à la mâchoire, je sentais plus la peau de mon dos, de mes jambes, machin et tout, mais je me suis pas... J'ai plié un peu dans le déni aussi. Et quand on a décidé d'avoir un autre enfant, et la naissance de Maxence, ça a été la cata. J'ai fait une grosse poussée, j'ai fait une myélite qui m'a volé ma vessie, ma dignité avec.
Voilà, et donc pareil, pas de diagnostic. On me disait que c'était le bébé qui était trop gros, il faisait 2,8 kg quand même, il y avait plus gros. Que c'était pas neurologique, que j'étais parano, que machin. Et puis 6 ans plus tard, moi je fais des poussées très cycliques, c'est tous les 6 ans. Ah, c'est l'année prochaine, la prochaine. Et j'ai perdu l'usage de mes jambes en fait, et ça a mis très longtemps à être pris au sérieux. Parce que pareil, tu fais de la dépression, c'est le boulot, ça te stresse, non, toujours pas. Et en fait, j'ai atterri au CHU à 4 pattes carrément, quoi. C'était mon mari qui me portait, enfin il me portait le pauvre, il a fait comme il a pu. Et c'est là qu'on a mis le doigt sur ce que j'avais en séquelles. Donc j'ai ma vessie pourrie, je marche pas bien, j'ai des troubles de l'équilibre, j'ai des paresthésies, des fourmis, des douleurs à la hanche. Et mais sinon ça va. Mais heureusement j'ai le sourire. Voilà. Et suivi en neuro. En neuro aussi. Donc avec Nelly, on est sœurs de vessie. Oui. Et voilà, et je ne travaille plus depuis 5 ans. J'ai été arrêtée parce qu'en étant aide-soignante, on est souvent debout, on est très sollicité, machin et tout. Et du coup, je pouvais plus, j'y arrivais plus. Et j'ai appris à freiner et à profiter de ne plus travailler pour m'occuper un peu de chez moi, de mes enfants. Voilà. Fatia, à ton tour. Bonjour, tout le monde sait, hein, je suis Fatia. Pareil, alors moi, à ma grande désillusion, parce qu'en fait, je suis une ancienne Parisienne qui a décidé un jour d'arrêter de travailler pour aller faire des chambres d'hôtes et des gîtes en Normandie. Donc, le projet était très très bien parce que je suis partie, j'ai acheté ma maison, j'ai fait mes chambres d'hôtes et mes gîtes. C'était en 2015. Tout allait très bien. Et en février 2016, catastrophe, paralysée du côté gauche, pas savoir ce que c'est, je ne comprenais pas. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a dit ouais, c'est peut-être un AVC. Non, c'était pas un AVC. On m'a trouvé plein de trucs, mais c'était pas ça. Mais la chance que j'ai eue par rapport à toutes mes copines, c'est qu'en 3 semaines, j'ai été diagnostiquée. Donc, du Havre, on m'a envoyé au CHU de Rouen, qui est un grand CHU, où justement ils sont spécialisés, cou, tête, etc., en neurologie. Et j'ai eu des échanges plasmatiques. Et à savoir, c'est qu'entre-temps, je me suis complètement dégradée. Entre le jour où je suis rentrée à l'hôpital et le transfert dans l'autre hôpital, j'étais paralysée de la tête, c'est-à-dire du cou jusqu'aux orteils. J'avais le trouble du langage et j'avais perdu la vue. Son mari était tranquille. Grave. Pendant que tu parlais pas. Alors, à titre d'information pour vous faire rire, c'est que quand j'ai tout récupéré, il a été heureux que je récupère la vue, que je récupère la marche, que ma mobilité. Mais la parole, il m'a dit si seulement ça pouvait rester un petit peu en silence, ça aurait été bien. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que le fait d'être paralysé et de demander au médecin si on a... Parce que moi, ma première question, c'est est-ce que j'allais mourir? Donc la première chose, c'est qu'on m'a dit non. On m'a dit on ne sait pas. Voilà, on m'a dit on ne sait pas. La deuxième question, c'était est-ce que je vais rester paralysée? Ils m'ont dit on ne sait pas. Et la première chose qui m'est arrivée, enfin, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que je ne voulais pas être un boulet, ni pour mes enfants, ni pour ma famille. Et du coup, moi, je me suis laissée mourir. J'ai toujours du mal à en parler, mais moi, je me suis laissée mourir. Et en réanimation, je suis partie. Même le bon Dieu, il n'a pas voulu de moi, donc... En fait, je suis partie, on m'a réanimée, je suis revenue, à mon grand désespoir à ce moment-là. Et heureusement que je suis revenue, parce que j'ai toutes mes copines, j'ai ma famille, j'ai ma petite fille, l'amour de ma vie, et je me suis battue pour elle. Alors, je le dis comme ça, mais c'est elle qui m'a sauvé la vie. C'est ma petite fille qui m'a sauvé la vie, et je suis... Alors là, je pleure, mais je pleure de joie. Je pleure de joie parce que je me dis, en fait, je me suis battue, j'ai remarché, ma vue est revenue, et je veux donner de l'espoir à tout le monde.
Il faut se battre. Vivre avec la maladie, maintenant j'ai appris à vivre avec. Quand je peux faire les choses, je les fais. Quand je peux pas, mon canapé il me maudit. Mais on fait avec. Et franchement, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de tout ça, c'est la vie, elle n'est pas finie. Elle continue d'une nouvelle manière et on apprécie plus les choses qu'on n'aurait pas appréciées si on n'était pas malade. Quand on est malade, eh ben, tout ce qu'on fait, c'est tellement merveilleux. On est tellement content de pouvoir faire cette chose-là qu'on l'apprécie. Et moi, aujourd'hui, franchement, je veux donner de l'espoir à tout le monde parce que je me dis que peut-être qu'avec la maladie, il y aurait des choses que j'aurais pas fait. Si j'avais pas été malade, je les aurais pas faites. Je les aurais pas faites et j'aurais pas été. Je sais pas si pour ça malade, je sais pas si vous vous rappelez quand on n'était pas malade et qu'on était fatigué, on disait oh là là, je suis fatigué, j'en ai marre. Mais en vérité, on savait pas ce que c'était que la fatigue. Maintenant, moi, je sais. Hein. C'est ma meilleure amie. Elle me suit. Donc, moi, je dis, même maintenant, je dis plus, je suis fatiguée. Hein. Je me plains pas, je dis jamais rien. Et ma vie, je la vis à 100 à l'heure et j'en profite un maximum. À 100 à l'heure, ça dépend comment on marche toujours là. Hein. Comme tu peux. Non, mais moi, c'est 100 à l'heure d'handicapé. Et voilà. Qui vient d'arriver en Qatar. Je passe. Tu peux raconter brièvement ton histoire. Bonjour à tous et désolée pour le retard. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Elodie, je suis NMO double séronégative et je suis la belge du groupe. Alors pour raconter brièvement mon histoire, j'ai fait ma première poussée en 2008 où j'ai fait une névrite optique. À l'époque, on m'a pas fait de ponction lombaire ni pas vraiment d'examen non plus. Les gens pensaient que j'avais une sclérose en plaques, comme beaucoup. Donc pas de traitement, rien du tout. En 2014, j'ai refait une névrite optique. Là, on m'a fait une ponction lombaire qui est revenue négative. J'ai eu oui, des corticoïdes comme beaucoup de gens. Et c'est ce qui m'a sauvée en fait. Et puis en 2016, je me suis retrouvée avec des fourmillements dans les pieds qui sont remontés jusque dans tout mon corps. Et en 24 heures, je me suis retrouvée quasiment sans pouvoir marcher, sans pouvoir utiliser mes mains. Et donc là, j'ai été hospitalisée. Et c'est en 2016 qu'on a trouvé en fait que j'avais la NMO. Donc il a fallu 8 ans pour qu'on me donne un diagnostic. On m'a donné un médicament qui m'a franchement beaucoup aidée. Mais malgré tout, j'ai quand même refait aussi par après une poussée de névrite optique. Et l'année passée, je refais encore une poussée. Ouais. Et voilà. Pour raconter. Et je suis toujours négative et positive. La vie est belle malgré tout. Donc voilà. Emma ? Bah vas-y. Et bien c'est tu pars. Moi c'est un peu plus différent, je suis pas malade. Moi je fais partie des aidants, je sais pas s'il y en a ici. Je suis la fille de Bérangère, bonjour. Tout le monde sait je pense ici. Moi quand ma mère est tombée malade c'était en 2014, j'avais 12 ans. Donc j'étais assez jeune et c'était très compliqué pour moi à admettre, à comprendre ce diagnostic. Bon maintenant ça va vachement mieux. Maintenant j'en rigole et tout, c'est sympa. Mais en soi, ça a été assez difficile à admettre pour moi. J'ai dû rencontrer sa neurologue pour que je puisse en parler parce que je comprenais pas trop. C'était quelque chose de lourd pour moi. Puis ça a touché à des notions que je comprenais pas. Et puis surtout, je comprenais pas pourquoi ma mère, elle était malade. Je comprenais pas pourquoi. Non pas qu'il y avait quelqu'un qui méritait de l'être à sa place, mais du moins pas elle. Et ça a été compliqué parce que je voulais pas en parler. J'ai voulu faire des recherches de mon côté. Chose à ne pas faire parce que je suis tombée sur des trucs absolument affreux dont des articles qui disaient oui attention neuromyélite optique décès, c'est pas vrai mais quand j'ai 12 ans moi j'y ai cru donc c'était super compliqué pour moi mais après je suis maintenant convaincue que le fait d'en parler ça aide, le fait de rencontrer des gens aussi comme vous ou même comme l'équipe de TSF France ça aide aussi et du coup même si cette maladie elle a été compliquée pour moi je la refais. Même si la maladie a été compliquée de mon côté à accepter, en fait elle m'a permis de me rendre compte de plein de choses
la valeur aussi de la vie, d'apprendre à apprécier, même si c'est pas moi qui suis touchée directement. Et aussi, ça m'a permis de développer une capacité d'être plus attentive au monde qui nous entoure, de faire plus attention, parce que des fois, ça fait partie des handicaps qui sont pour moi invisibles aussi, qu'on voit pas souvent. Et ça permet du coup d'être plus altruiste, d'être plus à l'écoute, de faire plus attention. Et quelque part, grâce, entre guillemets, à cette maladie, j'ai pu découvrir plein de choses et je pense être encore plus humaine que je pouvais l'être avant. Et voilà. En fait, ces enfants de patients, ils grandissent beaucoup trop vite. Elle est passée d'un stade de petite fille où elle était totalement insouciante, avec une maman, j'allais dire défaillante au niveau quotidien, quoi. Maman, il y a des soirs où elle n'arrivait plus à faire à manger, il y a des soirs où elle tenait plus debout, il y a des soirs où c'était un peu compliqué. Il a fallu que tout le monde mette la main à la pâte, sauf ton frère. Je sais, ton frère, il n'a pas voulu. Oui, mais il a mon fallu frère, il s'est dit, je vais me reposer sur mes lauriers. Il le fait toujours. Il n'a pas compris. Non, mais vous n'avez pas le même vécu. Ton frère, en fait, il se rappelle même pas de moi quand j'étais un peu plus vaillante. Il a aucun souvenir de sa maman pas malade, en fait. Donc il n'a pas du tout le même vécu. Maxence, il s'en fout. Il me voit boiter, accroché au mur, en train de dire Maxence, j'ai besoin d'aide. Il te regarde, je dis ouais. Voilà. Que Emma, j'ai pas besoin de lui dire j'ai besoin d'aide. Emma, je la regarde, elle sait. Elle vient, elle m'aide et tout. Que Maxence, non, il en a rien à péter. Voilà. Donc. Les enfants, c'est vrai que. Pour en revenir aux enfants, moi j'ai 2 enfants, hein. C'est des adultes. J'en ai. Ouais. J'ai 2 enfants, ils sont adultes, ils sont papa, maman et tout. Et moi j'ai mon fils, lui il fait un déni total. Pour lui, sa mère est pas malade. Par contre ma fille c'est autre chose. Elle a réalisé tout de suite et c'est vrai qu'une fille, je sais pas, je pense que les filles elles ont plus de ressenti envers les mamans, je pense. Après, c'est parce que chacun a un ressenti qui est différent en soi. Parce que j'ai déjà parlé pareil avec des enfants qui avaient des parents malades. Et je sais que moi, quand le diagnostic est tombé, ça a été très lourd. Mais je sais que pour certains, c'est un truc qui est tellement gros qu'ils ne savent pas comment le gérer. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Donc il y en a qui sont dans le déni, mais c'est le déni malgré eux. Il y en a qui sont très touchés, qui ont besoin d'en parler. Il y en a qui sont très touchés, qui n'en parlent pas. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de libérer la parole au maximum, je pense. Parce que moi, c'est ce qui m'a permis de l'accepter, de comprendre que c'était pas si grave, entre guillemets, et qu'on pouvait très bien vivre une vie totalement normale avec un handicap comme ça. Mais en fait, je pense que ça dépend de l'âge aussi, comment on l'interprète. Et chacun, en fait, a sa propre interprétation, a ses propres émotions. Moi, j'étais en colère, personnellement. Et triste aussi. Et puis après, ça allait mieux. Non, mais il y a eu plein de choses aussi. Il y a eu le diagnostic de la maladie. Puis entre-temps, en passant une IRM, ils ont découvert que j'avais une tumeur au cerveau. Je me suis dit, ça y est, my God, je vais mourir. Ah oui, ça c'était drôle. Et ouais, c'était voilà. Et donc, il y avait tout qui se mélangeait. Et je pense que j'ai pas pris le temps. Enfin, si, je t'ai expliqué au fur et à mesure, mais j'ai pas pris le temps de t'écouter à toi, en fait. Là, à ce moment-là, j'étais centrée sur moi complètement. Non, mais c'est même pas que t'as pas pris le temps, c'est parce qu'après, nous aussi. Enfin, après, encore une fois, c'est vraiment mon ressenti à moi, donc il y a peut-être plusieurs ressentis aussi. Mais c'est juste que quand le truc tombe, en fait, nous, on n'a pas spécialement envie de parler de nous. Et on a plutôt envie de prendre soin de vous parce que vous êtes en train de vivre la chose. Tu vois ? Et du coup, moi, je voulais pas en parler. Puis aussi, vu que c'était quelque chose qui me touchait beaucoup, en parler, c'était me rendre faible, en fait, auprès de tout le monde. Parce que je savais qu'à ce moment-là, en parler, c'était compliqué pour moi. Sans verser une larme, c'était compliqué. Maintenant, ça va, je fais des vannes et tout dessus, c'est sympa. Maintenant, c'est drôle. Mais je sais que en tant qu'aidant, des fois... c'est un peu compliqué des fois, mais en vrai, on finit par s'y faire. Et puis moi, je suis très contente d'être aidant. J'ai rencontré des personnes fabuleuses. Et puis aussi, je sais que... Enfin, c'est un ressenti que ma mère m'a donné, elle, du sien. Elle trouvait que c'était dur... Enfin, pour elle, peut-être qu'elle trouvait que j'étais un poids... Qu'elle était un poids, pardon, pour moi. Ouais. Elle trouvait que c'était peut-être dur pour moi à d'aider, etc. Alors que pas du tout. Enfin, du moins, moi, je le ressens pas comme ça. Moi, je le ressens en fait, je suis dans la culpabilité de t'infliger, de t'avoir infligé, puisque maintenant, elle est partie, elle m'a quitté. N'importe quoi. Je suis à 50 km. Pour l'information, ouais, vraiment, c'est pas loin. C'était infligé à 14 ans, quand on voyait ses copines
Emma, elle étendait du linge. Ses copines, elles avaient jamais vu ce que c'était la machine à laver. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais à cet enfant? Nous, on le ressent pas comme ça en fait. Nous, moi, j'étais heureuse de t'aider et de voir que je pouvais te soulager un peu en fait. Nous, on le voit pas comme ça. Nous, en fait, on a envie de se battre pour vous. C'est ça en fait. Nous, on a envie de se battre pour vous et on le reçoit pas comme une plaie ou quoi. Moi, je m'en foutais de voir mes copines au cinéma et que moi, fallait étendre la machine. Je l'étends. C'est pas grave. Aujourd'hui, je sais étendre une machine. Du coup, j'ai grandi plus vite, mais du coup, ça me sert aujourd'hui. J'ai un appartement, les gars, je sais étendre la machine, je sais faire à manger, je suis complètement autonome. Demandez-moi n'importe quoi, je sais le faire. Donc, ouais, non, en fait, on a juste envie de se battre pour vous. Et puis, non, on le ressent pas comme une plaie, c'est pas un poids pour nous. Des fois, c'est un peu difficile parce que des fois, il y a 40 000 trucs à gérer. Mais en soi, le fond, c'est pas lourd. Nous, c'est normal, en fait, de le faire. C'est parce que je pense que maintenant, avec les années passées et le vécu qu'on a, en fait, on rit de nous-mêmes. Voilà. On fait beaucoup d'autodérision sur notre vécu. Voilà. Donc, c'est vrai que quand il nous arrive des choses, on en rigole parce que voilà. Et puis on s'envoie des messages, on se raconte nos histoires, puis on en rit parce qu'on a... parce que... voilà. Il faut savoir que... Avant la fondation, on n'avait que le site Facebook. Et je vais revenir je vais parler de l'historique en fait. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que quand on arrive et puis qu'on rencontre des gens qui ont la même maladie que nous et que vous avez des gens en face de vous qui arrivent à vous remonter le moral et à vous faire rire, ça nous aide plus facilement à faire le deuil de notre ancienne vie en fait. Et moi aujourd'hui, j'ai pas fait le physiquement, j'ai l'impression de l'avoir fait, mais psychologiquement, ça m'arrive quand même encore d'avoir cette ancienne vie qui me manque quand même. Alors après, moi, je pense que sincèrement, nous, parce qu'on a eu une histoire, les anciens patients, on a eu une histoire compliquée parce que le diagnostic a été long, mais je pense que les nouvelles générations qui sont diagnostiquées, elles ont beaucoup plus de chances de vivre quasi normalement. Ouais. Quand je dis quasi normalement, c'est parce qu'il faut aller à l'hôpital faire les contrôles, les perfs, les machins, les trucs. Mais ces nouvelles générations-là de patients, elles sont pleines d'espoir en fait, parce qu'ils sont vite diagnostiqués et le handicap a peut-être moins le temps de s'installer. Alors bien sûr, ils vont garder des séquelles, mais ça va être de la fatigue ou pas des trucs invalidants comme on peut avoir certains d'entre nous, quoi. Je vais vite vous raconter aussi l'histoire de TSF France. En fait, quand je suis tombée malade, j'ai fait comme tout le monde, je suis allée sur Internet et j'ai cherché des gens, des humains qui avaient la même chose que moi. Et j'ai atterri sur un forum qui s'appelait La Fée des Agrumes, où j'ai envoyé un message en disant « Help, il y a quelqu'un ?» Et on m'a répondu « Mais maintenant, on est moderne, on est tous sur Facebook. » Donc j'ai rejoint ce groupe sur Facebook où je suis tombée sur des patients qui étaient malades depuis déjà 5, 6, 7 ans et qui m'ont vachement aiguillée, épaulée, qui m'ont expliqué comment elle fonctionnait la maladie, parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'informations sur la maladie et du coup, je comprenais pas tout, même si j'ai bossé en neuro et tout, mais je comprenais pas tout le fonctionnement de la maladie. Puis après, j'ai été rejoint par Fatia, Nelly, Elodie rapidement derrière moi. Puis il y a Youssef qui nous a rejoints, puis toute la bande, et on s'est fait un petit groupe, Anas. Et on s'est fait un petit groupe comme ça au fur et à mesure des années qui a grandi. Et puis, alors on a retrouvé une publication là récemment où on disait si on faisait une association et tout. Et puis les papiers en France c'est compliqué. 2017. 2017, on voulait déjà créer quelque chose. La flemme et la fatigue nous ayant rattrapés, on n'a rien fait. Et puis, quand Soumaira s'est rapprochée de nous, je me rappelle ce que je faisais à ce moment-là. J'étais en voiture, je rentrais, j'étais avec toi. Et je reçois un message, je vois une photo. À l'époque, c'était les petites bulles sur Facebook quand on discutait. Et je vois une nana, mais trop belle, qui me dit bonjour, j'ai la NMO, machin nana. Et je me dis, elle a la NMO, elle est habillée comme une star. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on s'est dit quand on l'a vu en photo. Mais... Et je me suis dit, c'est un brouteur. Il a repéré mon profil et c'est un brouteur. Et puis on a discuté avec Soumaira et on s'est tout de suite très bien entendu.
tout de suite envie de... Je me suis dit, mais ouais, en fait, c'est la personne que j'attendais pour me lancer, pour faire quelque chose pour les patients, en fait. Et puis moi, j'étais à pile à un tournant de ma vie où je savais que j'allais être licenciée, etc. Et je me voyais pas rien faire à la maison, c'était pas possible. Donc du coup, j'ai parlé aux copines en leur disant, hé les gars, ça vous tente pas, là, on fait un truc. Alors au début, elles étaient là, ouais. Puis rapidement, elles ont dit, ouais, on y va. Allez, c'est parti. Et donc, ça fait 1 an et demi, bientôt 2, qu'on s'est lancé là-dedans. C'est super. Ça m'occupe bien la journée. Il est où, Guigui? Il n'est pas là, Guillaume. Soumaira, pour nous aider, elle nous a mis sous la coupe de Guillaume, qui nous aide énormément. Ouais, qui nous aide énormément. Heureusement, il est là. Ouais, heureusement qu'il est là parce que on n'a pas. En fait, nous, ce qui nous manque, c'est les cordes, c'est le tissage qui est entre les laboratoires, les associations de patients, tout ça, on l'a pas. Et lui, il l'a. Il l'a. Alors, à titre d'information, il nous déglingue. Ah, on se fait engueuler. On se fait... on l'appelle Gargamel. Voilà. Mais heureusement qu'il est là. Et je voulais te dire franchement, on t'aime très, très, très fort. Et merci à toi. Donc, depuis l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a participé à la première brochure Nemo qui est sortie. Elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'être là. Pour la première fois, on a un petit livret pour les patients. Parce qu'en fait, on est tous comme ça. Quand on va chez le neurologue au CHU, il y a sclérose en plaques et le travail, sclérose en plaques et machin. Et toi, tu cherches pour toi et il n'y a rien. Donc, on a sorti la première brochure. On est super contents. Et donc, après, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, je perds un peu la boule. On a fait pas mal de choses. On a fait des tests pour le... Oui, on a fait les tests pour l'application qu'on a expliqué hier. On va souvent chez Alexion faire... On va régulièrement dans les laboratoires, en fait, on a du travail avec eux. Là, en ce moment, on travaille sur plusieurs projets. Il y a eu les tournages aussi, où on a tourné pour la plateforme We Are Patients. Donc, on a fait 2 vidéos. Le premier, c'était le thème de la NMO pure et dure. Et le deuxième, c'était sur les aidants. Parce que du coup, c'est un sujet qui me touche. Et on est bien décidé à défendre ce statut d'aidant qu'ont nos enfants et qui sont absolument pas reconnus, ainsi que les conjoints, ainsi que les mamans, etc., les parents, tout. Voilà. C'est des vidéos. Oui, les webinaires. Ouais, alors aussi, on organise une fois par mois un groupe de parole qui s'appelle le projet collectif humain. En fait, on se connecte et on papote. Alors des fois, c'est très sérieux, des fois pas du tout. Des fois, on essaye les filtres Snapchat. Voilà, mais ça nous permet de discuter un peu de ce qui s'est passé. Voilà. On essaye d'organiser un webinaire par mois. Le dernier qu'on a fait, c'était l'ETP. C'était l'ETP. Le prochain, ce sera le 28 décembre. Ce sera une psychologue qui viendra nous parler de l'acceptation de la maladie et parler de la maladie à ses proches, ce que j'ai galéré à faire. Et celui de janvier, on ne sait pas encore, mais celui de février, je l'ai déjà. Ce sera pour les troubles urinaires. Nelly et moi, on est contentes là. Ouais. On est refaites. Voilà, par le docteur Gaillet qui exerce à l'hôpital Nord à Marseille. Voilà, que dire de plus? Et moi, toutes les vidéos, en fait, vous les retrouvez sur YouTube. Ouais, en fait, vous allez sur la page TSF France, The Soumaira Foundation France, et en fait, nous, on publie les webinaires. Voilà, le dernier, ouais, c'était le TP. C'est le 28 et c'est sur inscription, en fait, pour un lien Zoom. Pour avoir un lien Zoom. Je l'ai dit. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est est-ce que quelqu'un a envie de parler? Hein? La filière. Ah ouais, oh purée. La filière, nous avons intégré la filière des maladies rares. Ça n'a pas été facile. Et là, ah tiens, t'as des nouvelles des autres de l'Alliance? Non, mais c'est pour voir si on avait des nouvelles. Ouais, donc la filière des maladies rares, en fait, c'est tout un ensemble
de communautés de patients atteints de maladies rares qui sont réunis et qui organisent des groupes de travail, qui nous représentent un peu, en fait, plus on est nombreux, plus on est en force. Donc voilà. Oui, nous ce qu'on... C'est toi. Non, voilà. Ouais. Et donc, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de parler? Est-ce qu'il y en a qui ont envie? En fait, nous, on a des symptômes très classiques, courants. Il y a des patients qui ont des trucs un peu plus rares. Est-ce que tu as envie d'en parler? Allez, viens. J'ai eu une première poussée en 2019 où j'avais que des vomissements et un hoquet un peu persistant pendant plus de 2 mois et personne, si tu veux, et pendant plus de 2 mois, donc le problème c'est que en vomissant ma santé s'est dégradée très vite et après l'IRM j'ai été dans le coma, je suis tombée dans le coma, j'ai fait 2 mois de réanimation, je suis repartie de zéro, intubée, après la trachéo, la GPE, je marchais plus, je bougeais plus, je parlais plus, mon grand désespoir. Et voilà, par contre, j'ai récupéré très bien. La cortisone m'a fait très mal et m'a fait prendre énormément de kilos. Donc une transformation physique extraordinaire. J'allais mieux et j'étais pas encore diagnostiquée NMO AQP4 parce que toutes mes prises de sang étaient tout à fait normales. Et en 2021, j'ai rechuté encore avec les vomissements et de nouveaux symptômes. Encore 2 mois de réanimation. Et voilà, là par contre, j'ai gardé des séquelles parce que moi, ma spécialité, c'est la déglutition. C'est tout le système ORL qui s'endort. Donc, du coup, c'est très compliqué, c'est très complexe parce que les ORL, même eux, ne connaissent pas bien cette maladie. Et du coup, à chaque poussée, c'est vraiment très compliqué et très dur pour moi parce que je me retrouve à chaque fois en face des médecins qui ne savent pas. Et je vois dans leur regard leur désespoir, même mon neurologue. Pour lui, l'IRM est bon, donc je ne suis pas en poussée, mais moi, le système ORL ne fonctionne plus. Donc le neurologue n'est pas ORL, l'ORL n'est pas neurologue. Et moi, je suis au milieu. Et j'ai la chance à chaque fois de remonter et de me battre et d'arriver à bien récupérer malgré tout. En fait, tu as ce qu'ils appellent une lésion au niveau de l'area post-tréma. C'est la lésion la plus rare dans la NMO et qui provoque donc des hoquets, des vomissements. Donc c'est comme quand on est enceinte, mais tout le temps. Tout à fait. C'est la gueule de bois, quoi. Voilà, et c'est une lésion qui est plus rare que les autres, mais qui est quand même là. C'est pour ça que je te demande de témoigner, en fait. C'est parce que vous n'êtes pas très nombreux à avoir ce genre de choses. Non, et c'est pour ça que les neurologues. Pas non plus, donc c'est pour ça que les neurologues ils sont. Bien, écoute, je cherche. Voilà. Sais pas, fais une annonce sur je vais faire une annonce. En fait, j'en connais une autre, mais. D'accord. Okay. Et du coup, ouais, quand on n'est pas bien. Alors, on a le syndrome, comme dans la sclérose en plaques, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du TOF. C'est-à-dire qu'à chaque fois que notre corps chauffe, alors ça peut être l'été, trop près de la cheminée, ça peut être un hammam, la douche trop chaude, et ben après ça réactive. Oui, mais là, tu te rends compte ce que tu dis, le chaud. Je suis marseillaise. J'entends. Donc du coup, il faut que je déménage. J'entends. Alors moi, j'ai déménagé puisque je viens de Marseille. Et j'ai déménagé et j'ai pas trouvé mieux que le Tarn où c'est l'une des régions les plus chaudes. Mais ouais, l'été, bah alors pas tout le monde est sujet à la chaleur, mais forcément. Non, moi je vois, j'ai la clim maintenant et c'est mieux. Ah oui. C'est mieux. C'est mieux. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de parler? Tu as envie?
Alors, la pro-douleur, c'est Nelly. Oui. Hop, Alors, tu parles des douleurs localisées où principalement? Et le haut, ok. Thémogade aussi, je crois. Ouais. Alors, moi, les douleurs, elles s'intensifient souvent en fin de journée quand même. Mais des fois, je me réveille avec. Donc, bah, j'ai des médicaments pour ça. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça va me donner une douleur. Ils aiment bien nous demander une note sur 10. On va dire que moi, je vis avec à 3 sur 10 minimum tous les jours. Mais le soir, des fois, je suis à 7-8. Et quand tous les médicaments ne suffisent plus, il faut bien trouver des solutions. Donc maintenant, la mode en ce moment, c'est la CBD, ça peut. Sinon, moi, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé la cryothérapie. Alors là, ça fonctionne bien l'été. Parce que effectivement, moi, je suis sujette, voilà, les fortes chaleurs réactivent mes douleurs, intensifient. Alors la cryothérapie, il y a plusieurs formes. C'est avec le froid, en fait. C'est pour te soulager avec le froid. Alors, moi, ça fonctionne bien. J'ai été en centre de rééducation, on faisait des bains d'eau glacée avec 3-4 seaux de glaçons. Faut tenir, hein. Faut tenir. Mais j'arrivais même à un moment donné, tellement je me concentrais, à m'endormir quand même. Donc, c'est des bains de 20 minutes maximum, je m'endormais. Mais pas au-dessus du ventre, parce que c'était pas. Je me tenais dans la baignoire et on me faisait, voilà, les bains. Non, c'est compliqué au départ pour entrer. Alors, tu ressors tes écrevisses, t'es toute rouge. Après, il faut réactiver les jambes, par contre, pour marcher. Parce que derrière, j'avais du mal à marcher, par contre. Mais j'avais plus mal. Et j'avais des très bonnes nuits quand je faisais ces bains-là. Donc ça, c'est en centre de rééducation. Parce que moi, malheureusement, j'ai pas de baignoire à la maison. Sinon, je m'en ferais. Et sinon, j'ai essayé aussi la cryothérapie, comme tu disais. C'est avec l'azote. C'est dans une capsule, en fait. Donc ça dure 3 minutes. C'est plus supportable. Et il y en a plein qui le font. Les grands sportifs font cette forme de cryothérapie pour récupérer au niveau musculaire. Alors c'est pas remboursé malheureusement, c'est pas donné, mais ça peut soulager quand même ponctuellement, mais ça me soulage 48 heures au grand maximum. Sinon, moi j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé le tapis d'acupression qui peut être pas mal, c'est avec des petits picots. Ça ressemble un petit peu à l'acupuncture, parce que j'ai fait aussi l'acupuncture pour les douleurs en centre de rééducation. En fait, j'ai essayé un peu de tout, hein. Donc tapis d'acupression, acupuncture, les massages me soulage bien à partir d'huile d'arnica par exemple. Ça peut être des petites choses, ou de gotheri. Tu peux te faire tes mélanges toute seule, tu prends une huile neutre et puis tu mets quelques gouttes de gotheri et tu te masses. Moi, les massages me soulagent pas mal, donc là j'ai la chance d'avoir un conjoint que j'embauche le soir qui me soulage. La prochaine étape, c'est le pèlerinage à Lourdes, hein, pour toi. Oui, non, mais sinon c'est vrai que la douleur zéro, je ne la connais pas. Uniquement quand je dors. Et des fois, j'ai du mal à trouver le sommeil parce que j'ai fort mal. Et quand j'ai tout pris et qu'il n'y a plus rien qui me soulage, là, c'est compliqué. J'avoue, des fois, c'est compliqué. Donc, je me masse. Parfois, je mets des musiques douces. Aussi, j'essaye de me concentrer pour penser à autre chose. J'ai testé aussi à une époque, alors il faut savoir la mélatonine, je t'en parlais hier pour les problèmes de sommeil, c'est l'hormone du sommeil, enfin c'est naturel, donc vous pouvez essayer, la mélatonine c'est très bien, c'est sans ordonnance, et à certaines doses, parce qu'après des cures de corticoïdes, forte cure, moi j'ai jamais réussi, tout ce qui est somnifère ne fonctionne pas du tout sur moi, donc il me donnait des doses de mélatonine sur mesure, et à partir d'une certaine dose, la mélatonine agit sur les douleurs aussi, donc ça c'est pas mal. J'essaye de trouver plein de petites choses. Qu'est-ce que j'ai testé encore, je sais plus, la CBD, enfin voilà. Alors la CBD, moi je l'ai testé avant en fumant, quand je fumais régulièrement. Là j'arrête, donc je fais des infusions. Et sinon il existe des sprays, voilà. Bon après. J'ai lu une étude. Comme quoi, en fait, j'ai lu une étude comme quoi en fait ce qui était le plus efficace, c'était le CBD avec du THC, donc du cannabis pur et dur, celui qui te chenifle la tête. Ouais. Mais apparemment celui-là, ce serait quand même beaucoup plus efficace que le CBD. Moi j'ai essayé le CBD comme si rien du tout. Ouais, j'ai envie de dormir, c'est tout. Donc comme j'ai tout le temps envie de dormir, parce que j'ai une NMO proche frontière avec la narcolepsie, finalement ça m'aide pas trop. Ouais. Alors moi j'ai essayé les deux, mais je ne supporte pas du tout le cannabis avec la THC. Non, c'est pas pour moi en fait. Non, mais non, par contre ça me soulage quand même
Au niveau des jambes, ça va me détendre. Après, c'est pas miraculeux, hein. Mais il faut essayer un peu tout. En fait, je pense que faut cumuler plus ou moins. Et puis, c'est parce qu'il y a une forme de cannabis en fait. Il y a deux trucs. Il faut prendre la sativa en fait. Et oui, c'est la sativa. Ouais. Tu peux noter. Oui, c'est la sativa. Et voilà. Après, selon ton activité aussi, moi je sais que je travaille toute la journée, je suis quand même beaucoup debout à piétiner. J'essaye de m'asseoir de temps en temps. Mais bon, pour la douleur, principalement en fin de journée, quoi. Une fois que tu as été active et tout. Puis ça dépend des jours, en fait. Cette maladie, il y a des jours, ça va super bien. J'ai moins mal que d'autres, je pourrais faire plein de choses. Et d'autres jours, je me lève. Enfin, si je pouvais rester dans mon lit entre la fatigue et les douleurs, il y a des jours, on est au bout de sa vie. Mais on se lève quand même parce qu'il faut travailler. Puis il y a des jours, ça va très bien. Mais c'est rare les jours où j'ai pas mal, effectivement. Il n'y a que le sommeil qui me soulage. Voilà. Mais. Oui, alors je suis pas la seule à avoir des spasmes, les jambes qui sautent toutes seules, par exemple. Moi j'ai ce qu'on appelle le syndrome des jambes sans repos. La nuit je pédale alors que je veux dormir et ça me réveille en fait. Tu voyais cette sensation quand on s'endort et que on se réveille parce qu'on a l'impression de tomber, mais moi c'est tout le temps. Et donc ça me réveille plusieurs fois, je mets des coups à mon mari et tout, il en peut plus. Ça réveille mon chat. Et en fait le truc que j'ai trouvé pour limiter, pas pour arrêter, mais pour limiter, c'est la couverture pondérée. Donc, pondérée. C'est une couverture que tu trouves... Il y a plusieurs marques. Et en fait, c'est une couverture qui pèse lourd. Et moi, j'ai pris la plus lourde. Alors, normalement, c'est 10% de son poids. Et moi, j'en ai pris une qui fait 12 kilos. Alors, je fais pas 120 kilos, je précise. Mais c'est juste que j'avais besoin... Je me suis dit, ça suffira pas à 10% de mon poids. Il faut que je prenne un truc vraiment lourd. Et donc, j'ai pris un truc où je me couche, je la mets et là, je peux plus bouger. Toute la nuit, je suis comme ça, à 2 doigts de l'escar le matin. Mais du coup, mes jambes, elles bougent moins. Avec le poids, ça bouge moins et j'arrive à passer des meilleures nuits. Voilà. Après, j'ai pas trouvé... j'ai essayé le cannabis... le CBD, le cannabis, mon mari il en a planté pour moi, machin et tout. Ça diminue. En fait, soit ça me ramollit trop, et dans ces cas-là, je le dis ou je le dis pas, ouais, je me pisse dessus la nuit, c'est pas cool. Donc ça me ramollit trop, ça va pas. Enfin voilà, donc il faut trouver le juste milieu. Et la couverture pondérée, en fait, c'est le truc mécanique qui marche pas trop mal. Voilà. Les douleurs et puis les petites solutions qu'on peut trouver nous, enfin ça dépend aussi de chaque personne en fait. Il y a des choses qui vont fonctionner sur toi qui ne fonctionneront pas sur moi. Faut essayer. C'est pour ça qu'il faut tester plusieurs choses. Mais oui, c'est pas évident de se soulager. Et parce qu'on en a marre aussi de prendre beaucoup de médicaments. Moi, je sais que j'en ai enlevé beaucoup. J'ai diminué beaucoup les doses par rapport au début. Parce que moi, quand j'ai été paraplégique et que j'ai récupéré la mobilité, en fait, je souffrais le martyre. Là, j'étais à 10. Tu étais avec nous, tu étais à combien d'accupants ? J'ai été à la dose maximum d'accupants. J'ai été à la dose max, j'en prenais 5. Et d'ailleurs, les médecins me disaient, mais vous n'êtes pas fatigué ? Non, j'étais une pile malgré tout, mais j'avais mal. Mais en fait, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. J'avais mal tout le temps. Et ce qui a été très compliqué pour moi au début par rapport à la douleur, c'est de me trouver les médicaments qui me convenaient. Et pour me soulager, parce que j'ai été longtemps à souffrir sans être soulagée, quoi. On a essayé plein de médicaments. Je suis intolérante à énormément de médicaments, dont la morphine. Donc c'était très compliqué au début, ouais. Et là c'est pas encore génial. Alors oui, je peux aussi vous recommander. Alors moi, ça n'a pas été très concluant. Parce qu'avec le Covid, après, en plus, on m'a pas trop donné de suite, je les ai relancés plusieurs fois, mais c'est d'éventuellement d'aller voir en centre antidouleur. Il y en a dans toutes les grandes villes. Alors j'en ai fait 2, moi, mais 2 villes différentes. J'avais eu un espoir sur le deuxième, mais en fait, après, il y a eu le Covid, donc j'ai pas eu de suite. Mais ah oui, j'ai oublié de te parler aussi. On m'avait proposé des séances de sophrologie. Donc après, on adhère ou on n'adhère pas, ça dépend de chaque personne. Ben moi, j'ai été plutôt réceptive et effectivement, à la fin de la séance, alors il y en a qui ronflaient, hein. Il y en a qui se concentraient tellement bien qu'ils s'endormaient. Moi, j'étais encore éveillée, mais c'est vrai que ça me détendait. Et j'avais moins de douleur, effectivement, à la fin de la séance. Alors on peut t'en proposer une par semaine, voilà. Moi, j'aurais dû en faire 10. Et après, avec le confinement, j'en ai fait une. Et j'ai pas repris, mais il y a des applications maintenant aussi pour faire de la sophrologie à la maison. Faut essayer, j'ai envie de dire...
a sur le groupe Oui. d'organiser des séances de yoga ou sophro ou collectif en visio là, parce que pendant le confinement en fait ça s'est vachement développé. Moi je traîne au début où j'étais malade, je traînais beaucoup sur les groupes sclérose en plaques et là, après je disais que j'avais la NMO etc. Enfin, voilà, mais du coup je traînais pas mal avec eux et ils sont vachement gentils et tout. Et ils organisaient des groupes yoga en visio, donc on allait faire du yoga en visio, c'était rigolo. Et hein? Tais-toi. Non, toi. Est-ce que tu es obligé de m'humilier en plus? Mais c'est super drôle. Après, ça C'était plus un lien social pendant le Covid que honnêtement, voilà. Mais c'est rigolo, c'est sympa à faire. Et puis moi, ça me permettait de m'étirer en fait, parce que moi j'ai une grosse j'ai une spasticité. Des fois, je marche comme Robocop là parce que je suis très raide. Et alors c'est au niveau des mains, c'est au niveau des jambes. Et en fait, le yoga, ça permet de détendre tout ça. Il faut pas hésiter en fait le matin quand on se lève. Étirez-vous. Tendez tous vos muscles vraiment pour éviter ce truc-là des spasmes. On a un peu la démarche en tout cas toutes les deux. Après, ouais. Mais oui, le matin, au réveil, on saute pas de notre lit, hein, clairement. Là, si je me lève maintenant, là, ça fait un petit moment que je suis assise. C'est ça, trop longtemps assise, on est raide. On est raide, voilà. Donc, l'astuce que j'ai, c'est un kiné qui m'a donné, c'est un pas en arrière. Et là, vous pouvez... Votre cerveau, en fait, il ne comprend pas et il se remet à zéro et ça permet de pouvoir marcher, de pouvoir redémarrer et pas être là. Voilà, ça, c'est ma petite astuce. Et c'est vrai que je ne rate pas la chaise. Sur le matin, moi, c'est pareil. Il faut quelques minutes avant le café. De toute manière, déjà, j'ai des escaliers à descendre, c'est pas simple. Donc, la rampe, elle est bien utile. C'est fini, hein, monter les escaliers en courant et les descendre en courant, surtout pas. Ah ouais, non. Même si je marche plutôt bien quand même, j'ai cette chance-là de marcher plutôt encore bien. Tu marches mieux que moi. Avec Elodie, on marche plutôt bien, on a cette chance-là de pouvoir marcher un certain périmètre, on peut parler en kilomètres. On peut parler en kilomètres, on marche plutôt bien, mais ça dépend des jours, parce qu'il y a des jours j'ai super mal, je vais te faire 1 kilomètre, je suis fatiguée, et il y a des jours je peux en faire 5-10, donc c'est assez merveilleux parfois. Avec des baskets. Hein. C'est vrai. Mais malgré tout, j'ai les mêmes raideurs que toi le matin et je suis obligée de m'étirer. Et il me faut 5 bonnes minutes pour marcher normalement. Tu me verrais en réveil le matin, c'est Robocop, c'est notre mot à nous, c'est Robocop. Et en fin de journée, je dis à mes collègues, parce que des fois mes collègues me disent qu'est-ce qui t'arrive? Je dis c'est la fin de journée, je peux boiter et j'ai le pied droit qui part à droite, qui part en vrille. Et j'ai un releveur aussi parfois, hein, quand je fais des longues marches, je fais pas ma maline comme ça. J'ai les bâtons de marche en randonnée et j'ai un releveur qui soulage mon pied pour éviter qu'il traîne au sol en fait. Parce que des fois j'ai le pied droit, c'est la jambe droite qui a moins bien récupéré et je peux avoir le pied droit qui traîne et qui tourne. Donc on est équipé. On a des petites choses comme ça. J'ai un releveur aussi. J'ai un releveur aussi, ouais. J'ai ma canne. Selon ce que je fais, je suis en fauteuil. Style, s'il faut que je fasse des courses, le supermarché, c'est trop grand. Et j'arrive au fond, aux boissons, j'en peux plus. Il faut que je m'assoie, mais je peux pas m'asseoir tout le temps sur les canettes de coca. Donc, j'ai un fauteuil pour faire les courses. Quand ma fille vient m'aider, ma fille rentre le week-end pour me filer un coup de main à faire des courses ou quoi. Ou mon mari, ou ça dépend. Mais ouais, en fait, il faut trouver des stratégies. Il faut adapter sa journée. Si je fais les courses, c'est pas moi qui vais m'occuper des poules. Si je fais les poules, je vais pas faire les courses ou je vais pas. Et en fait, il faut organiser sa journée. En fait, il y a le coup des cuillères là qui est pas mal. Les priorités. Ouais, les priorités, par exemple. En fait, c'est un système que je crois que c'est. Je sais plus qui c'est qui a. Guillaume, c'est qui a fait les cuillères? Tu t'en rappelles le nom? Bon, c'est une nana qui a fait un protocole cuillère et par exemple vous partez avec un capital de 10 cuillères par jour. Par exemple, une cuillère c'est une douche. Passer un coup d'aspirateur c'est 4 cuillères et en fonction de ça vous savez que voilà, vous avez votre journée à organiser avec vos nombres de cuillères. Voilà. Et moi il y a des jours où j'en ai 2 des cuillères et des jours où j'en ai un peu plus. Alors moi la différence de mes copines c'est que moi je veux faire la belle. Je veux pas de canne, je veux pas de déambulateur, je veux pas de tout ça. Donc dernièrement, ma neuro m'a quand même conseillé de prendre une canne. Je l'ai toujours pas achetée parce que je me sens pas prête. Voilà, c'est une étape. Quand je vais faire mes courses, déjà c'est ma hantise, mais il faut que j'aille les faire parce que voilà. Mon déambulateur, c'est le caddie.
Voilà. Ah oui, voilà. Voilà. Le caddie est mon déambulateur. Et c'est vrai que elles ont passé Bérangère a passé le cap de la canne et moi je vais peut-être pas tarder, mais je passais le cap de la canne, du fauteuil. Et du fauteuil, les gens quand ouais. ils te voient arriver en fauteuil, c'est quelque chose quand même. Le fauteuil, j'ai commencé à l'utiliser il y a 2 ans parce que quand on me projetait de déménager, en fait là-bas tout est comme les espaces sont grands. En ville j'ai tout à proximité. Je me gare comme un cochon, je descends, je prends ma baguette de pain, je repars. Là-bas tout est grand. Le parking il est à Dash, la boulangerie elle est là-bas et tout. Et la première fois que j'ai posé mes fesses dans ce fauteuil roulant et que tu vois les gens, comment ils te regardent. D'ailleurs, quand tu es en canne, ils te bousculent, les bâtards. Ils te bousculent, ils te passent devant la caisse. Quand tu es en fauteuil, tout le monde fait la carpette. Alors, c'est pratique, mais c'est humiliant. Des fois, je te jure que les gens, ils te regardent, c'est humiliant. Et moi, des fois, je suis pas bien. C'est encore moi. Mais en fait, après, mais ça, c'est un regard que j'ai porté aussi avant que toi, tu tombes malade. Bon, après, c'est un regard d'enfant quand même que j'avais. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que dans la société, on est trop habitué à associer le handicap de suite à la chaise roulante. Et que du coup, on est trop habitué à avoir un regard de pitié. Et en fait, des fois, c'est des regards que les gens, ils ont malgré eux. Alors, j'imagine que c'est humiliant et que c'est énervant pour vous. Mais en fait, c'est malheureux, mais vu que dans la société, on est toujours habitué à ce que le handicap soit forcément associé à un fauteuil roulant, mais dès que vous avez une canne ou quoi, en fait, on vous calcule pas. Et alors que dès qu'il y a un fauteuil roulant, c'est attention, poussez-vous. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec mes amis aussi à moi. Quand des fois, je fais des courses avec eux, des fois, quand il y a quelqu'un en fauteuil roulant, aussi, attendez, on se pousse, limite à dérouler le tapis rouge. Et moi, je suis habituée, je dis, mais non, vous inquiétez pas, ils sont totalement autonomes, ils y arrivent. Ça, c'était très classe comme débat. Mais je pense aussi c'est aussi un peu les codes de la société qui sont ancrés, je pense. Vas-y, tu peux dire ton truc. Pour la douleur, j'ai 2 choses aussi. Les patchs. Il y a des patchs, il existe des patchs antidouleurs. Alors moi, je les collais principalement sur le bas du dos. Donc je te dirai tout à l'heure le nom si tu veux. Et aussi l'appareil des kinés qu'on peut se faire prescrire. Moi, je l'ai à la maison avec des électrodes et il y a plusieurs programmes de massage. Alors ça peut être des petits picots, des vagues, etc. Alors moi, ça me soulage bien pour le bas du dos parce que j'ai très souvent mal au lombaire. Et alors j'ai essayé sur les jambes, ça me fait rien de... Voilà. Mais pour le bas du dos, il faut essayer sur les jambes. Moi, ça marche pas sur moi. Mais c'est pas mal. Et donc je l'ai à la maison et c'est 20 minutes par jour à ta guise le matin ou le soir avec une crème chauffante après. Par exemple, tu peux acheter une petite crème chauffante, il y en a plein qui fonctionnent bien. Et en général, on dit, enfin moi j'ai essayé en tout cas, sur les douleurs du haut du corps, c'est souvent du chaud qui soulage. Donc j'ai aussi à la maison les poches de chaud et de froid. J'en ai qui sont toujours au congélateur et d'autres avec un... Alors, je l'ai acheté en pharmacie avec ça se scratch, en plus c'est super. J'en ai une que tu scratches partout sur ton corps, qui est réservée pour le micro-ondes. Et donc, avant ou après une crème, je mets ça 20 minutes, je m'allonge, je mets une crème. Et tu peux aussi mettre la poche de chaud après avoir fait les électrodes. Et ça, c'est sur ordonnance et ça peut être remboursé intégralement. Donc ça peut être des petites choses aussi en plus pour la douleur. Voilà, peut-être j'en oublie, mais je pense que j'ai fait le tour. Voilà. On pourra... Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. Et oui, et en plus, on a souvent soif, oui, parce que les effets de nos médicaments... Ah non, mais moi j'ai souvent soif. On a pas mal d'effets secondaires aussi, hein. On pourrait en parler. Je te laisse la parole, Elodie. On va changer. Parce qu'on a des mamans avec nous. Est-ce que vous aimeriez témoigner peut-être par rapport à vos enfants ? Valérie, Christelle, expliquer un peu le parcours. Oui ? Valérie, tu veux témoigner après ou tu... Vas-y Christelle, tu peux expliquer l'histoire, oui, un petit peu. Et ton vécu en tant que maman. Ouais. D'accord. Donc moi, ma fille, elle a 17 ans, elle s'appelle Alice. Donc elle a fait sa première névrite optique en 2015. Et en fait, on a été 3 ans sans diagnostic. Il a fallu 2018
pour avoir le diagnostic de MOGAD. Donc moi j'ai un petit peu. Alors aujourd'hui, donc elle a été mise sous rituximab, après aussi sous immunoglobuline. Et donc, elle a refait une poussée à Noël l'année dernière parce qu'on avait arrêté on a essayé, la neurologue a essayé d'arrêter le traitement des immunoglobulines pour suivre les recommandations actuelles puisque c'est 2 ans de traitement. Et après, on essaie d'arrêter le traitement, voir s'il y a des nouvelles poussées. Donc, Alice, on se rend compte qu'elle est très dépendante des traitements. Je suis un petit peu... J'ai pas l'habitude. Voilà, alors moi je suis un petit peu, je veux dire, il y a eu la colère, il y a plein de choses. La colère parce que quand on entend les médecins parler, on a l'impression qu'on connaît quand même la maladie depuis quand même assez longtemps. Et je me dis, moi c'est dommage, ma fille n'a pas eu de chance, c'était 2015. Et finalement, moi je trouve qu'en 2015, on savait encore très peu de choses. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de connaissances depuis 2018, 2020. Beaucoup de webinaires, beaucoup d'infos. Maintenant, on sait, première poussée, on ne met pas de traitement. Après, une deuxième poussée, là, on propose un traitement de fond. Donc, je suis un peu toujours dans la colère à me dire, voilà, ma fille, ça a été dur pour elle. Et surtout, elle a des grosses séquelles visuelles. Elle est malvoyante. Elle a vraiment perdu l'œil gauche à la première poussée en 2015. Et à chaque poussée, quoi qu'on dise les spécialistes, on connaît, on maîtrise, on met sous corticoïdes, et puis ça va bien, on récupère bien. C'est pas toujours la réalité, je trouve. Non, il y a des MOGAD qui gardent beaucoup. Il y a elle, je trouve qu'elle fait... Souvent, les spécialistes disent qu'en MOGAD, ça récupère beaucoup mieux que la NMO. En tout cas, pour ma fille, je trouve qu'il y a une forme de résistance. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Donc après, je veux pas mettre un message négatif. Chaque patient est différent, mais c'est vrai qu'Alice, elle garde des séquelles visuelles à chaque poussée. Et aujourd'hui, elle est malvoyante. Sur son œil droit, elle est à 4/10. Voilà. Donc Alice, au départ, elle avait 9 ans, c'est une battante, mais aujourd'hui, elle a 17 et c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Les immunoglobulines, je pense que c'est un super traitement. Enfin, en tout cas, elle fait pas de poussée sous immuno, mais c'est des perfusions 2 jours tous les mois, donc c'est quand même assez lourd. Donc là, elle en a un peu marre. C'est un petit peu dur, plus le stress du bac. Voilà, il y a plein de choses. Moi, en tant que maman, évidemment, on aimerait être à sa place. On aimerait pouvoir prendre sa maladie, pouvoir prendre ses traitements. On est dans la colère à chaque fois qu'un soignant va être maladroit ou à chaque fois qu'elle va avoir mal sur une perfusion. Donc tout va pas bien se faire. Cette semaine, elle a eu ses 2 perfusions. On connaît l'organisation à l'hôpital. Enfin, on a la chance en France d'avoir quand même un système de soins qui est assez bon. Mais il y a là cette semaine, par exemple. On a commencé les perfusions à midi. Donc, elle sort à 20h30 de l'hôpital. Donc, ça veut dire beaucoup de fatigue. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'on vit au quotidien tous les mois qui sont quand même assez difficiles pour une jeune, jeune ou moins jeune. C'est tous les mois qu'on vit des choses assez difficiles. Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. Déjà, je vois quand il y a un de mes enfants qui se fait mal, c'est un drame. Mais oui. Peut-être qu'il fait mal, mais autant je perds mon sang-froid dessus. C'est ça, il y a des fois, là, son capital veineux, il est devenu compliqué. Quand on voit l'infirmière qui ne trouve pas la veine, alors, c'est pas de sa faute, mais 1 fois, 2 fois, 4 fois, au mois de juillet, 6 fois. Jusqu'à ce qu'Alice envoie bouler, envoie promener toute l'équipe soignante et refuse qu'on la touche une nouvelle fois. Donc ce jour-là, elle n'a pas eu son traitement. Donc il y a des jours où ça se passe beaucoup mieux, enfin des mois où ça se passe mieux, mais ouais, c'est quand même un vécu quand même difficile, compliqué. Donc nous, on a envie de la chouchouter, donc c'est difficile parce qu'il y a la maladie. Là, elle doit partir l'année prochaine en post-bac, donc il faut qu'on travaille l'autonomie. J'entendais Emma qui disait qu'elle était autonome et tout. Nous, on l'a un peu chouchoutée. Donc là, on se dit, faut qu'on commence à lui faire des choses parce que dans 1 an, elle est censée être seule. Voilà, c'est un petit peu ça. On lui tartine le matin, on lui beurre les tartines. Elle dit, mais je sais faire, mais c'est bien quand c'est vous. Donc voilà, c'est la difficulté de grandir avec une maladie et puis d'accompagner. Aujourd'hui, je sais qu'Alice, elle n'a pas pu être là ce matin, elle avait très envie, mais elle a fait ses perfusions cette semaine, donc elle est très fatiguée, il faut rattraper l'école, les cours et tout. Mais elle est en recherche de pouvoir échanger avec des patients. Et elle m'a dit pouvoir partager avec des gens qui comprendront tout de suite ce que je vis. Parce que nous, on ne peut pas, même le fait qu'elle soit malvoyante, on n'arrive pas toujours à... C'est très compliqué de savoir ce qu'elle perçoit, en fait, visuellement, et tous les efforts qu'elle fait tous les jours. Parce qu'on n'est pas à sa place. Et voilà, je sais qu'elle est en recherche de ça, alors jeune ou moins jeune, mais bon, je vais laisser les... Le projet collectif humain. Oui. Par mois, ça papote
ça parle pas forcément. Voilà, si elle a envie de venir nous dire j'ai besoin d'en parler, on en parle. Si elle a envie de parler de totalement autre chose, on le fait aussi. Et il ne faut pas qu'elle hésite, qu'elle nous rejoigne. Quoi. Oui, je vais lui dire et qu'elle le fasse elle-même. Voilà, elle peut le faire toutes les deux, ou elle toute seule, ou que toi, ou que. Enfin, c'est. Voilà. C'est vous faites part, quoi. Vous faites comme vous voulez, vous choisissez la formule qui vous convient au moment. Et c'est intéressant parce que finalement, des fois, on en a une dans le groupe, des fois, elle n'a pas le moral et tout. Puis elle dit, tu me fais une visio à tel jour, je viens. Et du coup, ça fait du bien de nous avoir vu. Alors, on ne parle pas forcément la maladie des symptômes on rigole beaucoup aussi. Mais voilà, du coup, on rigole beaucoup. Ça nous change. Oui, je veux lui dire, je pense que ce serait bien en effet qu'elle puisse échanger. La caméra, si elle n'a pas envie, elle peut juste être en audio en fait. Ouais, tout à fait aussi. C'est bien quand on met la caméra, on a toutes des tranches de. Ouais. Parce qu'on est à la maison, alors on n'est pas maquillés, on n'est pas coiffés. Il y en a, elles sont en pyjama, mais genre à fond. Non, il y en a, c'est toi qui es en pyjama. C'est moi qui suis pas coiffée. Moi je suis en pyjama, mais ça se voit pas. Si? Vous le voyez? Non, on n'a rien dit. Après, je voudrais juste donner un message positif aussi, c'est qu'aujourd'hui, pour les nouveaux patients, je trouve que le diagnostic est beaucoup plus rapide. On voit sur les réseaux sociaux, en 3 semaines, 1 mois, on a le diagnostic. Et je pense qu'en effet, les futures générations auront beaucoup moins de séquelles. Le handicap sera quand même moins présent. Donc, il y a des contraintes de la maladie, bien sûr, mais je pense qu'on pourra le vivre un petit peu mieux, je pense. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, j'avais une question. Qu'est-ce qui vous manque par rapport à la maladie, par rapport au traitement, par rapport aux choses qui sont mises en place au quotidien? Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole et d'expliquer Juste moi par rapport... Moi, c'est ce que j'ai dit hier aux médecins, c'est des protocoles justement précis, parce qu'il y en a marre, vraiment, moi je suis dans la colère, en fonction de sur qui on va tomber ce jour-là à l'hôpital, c'est pas les mêmes choses. Alors nous, on se bat, alors c'est les immunoglobulines, on les fait dans un hôpital où je travaille, donc ça aide un petit peu pour être entendu au niveau des équipes, mais c'est pas normal que selon sur qui on va tomber tel jour, le protocole ne se fait pas de la même façon. Je veux dire, en termes de débit, en termes de prise en charge. Pour l'hydratation, il faut toujours se battre, dire non, mais nous, on veut au moins 2 heures d'hydratation parce qu'elle aura moins mal à la tête en le faisant plus longtemps. Voilà, quelque chose. Alors, j'ai bien entendu hier que chaque cas est quand même différent. Mais hier, il disait qu'il y avait des protocoles qui existaient déjà, mais où ils sont, comment on peut se les procurer et comment on peut les faire remonter aux équipes soignantes, en fait. Parce que souvent, les relais, comme moi, là, c'est en pédiatrie, ce ne sont pas des neurologues. Ce sont des pédiatres qui ne connaissent pas du tout la maladie, les équipes ne connaissent pas. Voilà, donc ça manque, je trouve. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Selma, j'arrive. Là, un micro, ça va. Pour moi, au-delà de la maladie, au-delà de l'accompagnement, de traitement, etc., pour moi, ce qui manque aujourd'hui, ce serait l'accompagnement psychologique, déjà, pour accepter ce qui nous arrive, la poussée, les séquelles, etc., les répercussions à long terme, mais aussi on parlait des aidants, et justement accompagner non seulement les enfants de patients, les parents de patients, parce que, par exemple, pour mes parents, ça a été très compliqué, parce que en tant que parent, se retrouver aidant de son enfant, c'est quand même particulier. Par exemple, ma maman a du mal à accepter, et ce qui est normal, que ce soit elle qui m'aide au lieu que ce soit l'inverse. Normalement, ce sont les enfants qui aident leurs parents, avec l'âge, etc. Et là, la situation s'est inversée. Ma maman s'est retrouvée parent malgré elle de mes enfants. Donc, il y a des choses quand même où on doit accompagner. Et aussi les enfants, parce que moi, par exemple, j'ai des enfants qui ne sont pas grands, qui sont encore en bas âge. Donc, pour eux, la situation paraît à peu près normale parce qu'ils m'ont toujours connue comme ça. Mais il y a aussi des enfants qu'il faut accompagner parce que ce sont des traumatismes qu'ils vivent au quotidien, c'est poussé, etc. Donc, voilà, pour moi, c'est tout un accompagnement psychologique qui manque et aussi proposer encore plus facilement les aides techniques. Par exemple, pour ma part, on a eu du mal à me proposer un fauteuil roulant alors que c'est moi qui l'ai réclamé parce que, au contraire, ce fauteuil roulant m'a libérée pour sortir, pour vivre mieux, etc. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est qu'il faudrait proposer plus des techniques de solutions parce qu'il y a la maladie, mais il y a aussi la vie. Donc, nous accompagner, voilà, psychologiquement. Merci.
On va dire, moi je vous rejoins un petit peu moins quand vous dites qu'on a avancé, etc. En tant que Mogad, je trouve justement qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc moi, ce qui me manque, c'est les informations, c'est comment ça va évoluer, c'est comment gérer les poussées. Donc oui, j'avoue que, parce que moi j'ai l'impression d'être nouvelle. C'est il y a 2 mois qu'on m'a vraiment posé le diagnostic et pourtant ça a pris 1 an et demi. Et c'est après la 4e poussée que j'ai eu un traitement. Mais c'est parce que... Alors, voilà, il y a des exceptions. Ouais. Et tes nouvelles patientes, c'est que il n'y a pas longtemps en fait que tu as été diagnostiquée. Il y a combien de temps? On en avait parlé il y a 1 an, mais vraiment là où tout s'est mis en place, il y a 2 gros mois, 2-3 mois. Voilà, donc comme nous, quoi, il va te falloir du temps pour tout assimiler, pour tout apprendre, parce qu'en fait, tu vas apprendre. Et justement, le fait que tu sois avec nous, que tu nous rejoignes sur le groupe et que tu aies besoin d'avoir des réponses à tes questions, tu auras juste à les poser. Et franchement, on pourra t'aider, que ça soit sur le groupe ou que ça soit même au téléphone. Tu peux nous appeler. Non, bien sûr, mais je veux dire, là, parce que vous dites ce qui manque, c'est que vraiment, je trouve qu'il n'y a pas encore... Parce que la Mogad, le PNDS, le Code national de soins, il est sorti cette année. C'est tout nouveau. Tu vois, c'est vraiment un truc. Quand on a été diagnostiqués, on était tous NMO au début. C'était de Vic. On était des maladies de Vic. Alors au début, les MOG c'était des 5 et puis finalement c'est devenu des. On était spectre de NMO. C'était bien moche aussi ce moment-là. Voilà. J'étais 2 ans spectre de NMO. Je me disais, je suis un fantôme, qui suis-je? Et du coup. Pardon? Et du coup, quand ils nous ont dit, bon, ok, les MOG, c'est des Mogad. Oh! Fascination, ah bon, mais ils sont plus avec nous? Non, ils sont plus avec vous. Enfin, si, mais. Et du coup, on reste. Enfin, voilà. Mais faut pas oublier que la Mogad, le protocole de soins, il date de cette année. Donc, avoir des infos. Moi, alors là, je suis en train de créer le site TSF France, le vrai site internet où tu cliques et tout. Et en fait, j'apprends plein de choses sur la Mogad, des trucs. Qu'on savait pas, et en fait dans le PNDS il y a beaucoup de choses décrites, et mais je t'enverrai toutes les infos si tu veux, et tu vas voir, c'est vache. En fait tu apprends à connaître ta maladie. Il y a des choses que je savais pas et que j'ai apprises là. J'ai trouvé un document où il y a un comparatif entre sclérose en plaques, neuromyélite optique et Mogad, et du coup ça permet de comprendre plein de choses. J'ai compris, non mais c'est pas... Alors, ouais, après, il y a des réponses qu'on n'a pas, forcément. Mais au niveau des poussées, comment elles évoluent, etc., c'est totalement différent dans la CEP que dans la NMO et dans la Mogad. Et en fait, une fois que tu comprends comment ça marche, je t'enverrai les documents parce qu'ils sont vraiment bien. Et 44 ans, ça fait 15 ans que je traîne dans les groupes comme ça. Et tu te dis, ah ouais? Ah, ça, je savais pas. Tu vois, l'histoire rien que le côté auto-immune, quand on n'est pas de la partie, on ne sait pas ce que c'est, une maladie auto-immune. Et là, comprendre comment ça marche, comment ça se déclenche et comment le traitement il agit, ça change tout, en fait, dans ton appréhension de la maladie, en fait. Donc, je vais tout envoyer, vraiment, les documents. Et puis moi en tant que Mogad aussi, je suis disponible. Si tu as des questions, tu pourras me retrouver aussi en privé pour discuter. Et puis entre Mogad, on est aussi tous malheureusement parfois très différents les uns des autres. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de cas non plus... Ouais, j'ai fait un peu de tout. Hein. J'ai fait un peu les yeux, j'ai fait un peu partout. Oui, mais regarde, je suis bien, je suis debout, je me lève. Pas trop mal, tout ça. Hier, on a dansé et tout. Mais j'aurais une question plus pratico-pratique. Par exemple, moi, pour conduire, c'est compliqué quand même. J'ai des restrictions par rapport à l'ophtalmologue. Et non, mais je comprends, même moi, je ne voudrais pas... c'est pour mettre les... Déclaré, en disant je suis malade à la préfecture, alors qu'il y a des poivrons là sur la route, des gens qui prennent des médicaments, ça me rend dingue. Mais alors je voulais savoir, parce que même par exemple moi, prendre les transports en commun, etc., c'est assez compliqué, des fois ça passe trop vite, mais aussi je ne vois pas bien, par exemple un bus, je vais prendre 1 heure de plus parce que je ne vais pas savoir prendre quel bus, etc. Et donc un truc qui manque, oui, c'est, je trouve que maintenant d'avoir un peu un déficit, je me rends compte que la ville, il y a pas assez d'aide. Oui, alors il y a les petits pointillés pour les malvoyants avant de traverser, mais en fin de compte, il n'y a pas dans la ville. Ouais.
C'est pas encore si adapté la ville Non, quand... je te rejoins. C'est quand on a besoin d'une place handicapée qu'on se rend compte finalement, quand on l'a la carte et qu'on a besoin de se garer, qu'il n'y en a pas tant que ça, des places handicapées, que les trottoirs ils sont pas toujours bien faits. Paris c'est quand même pas évident non plus. Le métro en fauteuil c'est pas possible. Il y a plein de grandes villes comme ça, oui c'est pas encore tout à fait... Ils ont mis un ascenseur sur une station qui s'appelle Sainte-Marguerite-Dromel, mais il n'y en a pas d'autres sur la ligne. Donc tu peux aller jusqu'au bout de la ligne et revenir, et c'est tout. Donc là, apparemment, ils en ont mis un ascenseur à Louis Armand ou à la Blancarde, je sais plus quoi. Ils sont tout le temps en panne. Ouais, c'est ça. Alors, moi, par rapport au transport, j'en reviens. Alors, j'ai peur. Voilà. Alors, moi, c'est pas compliqué. J'ai peur du métro, j'ai peur du bus, j'ai peur de tout. La seule et unique chose où je me sens bien, où je me sens, c'est dans ma voiture. Voilà, je fais 2h30 de route pour venir jusqu'à Paris. Ça me dérange pas. Je sais que je suis dans ma voiture. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Si j'ai pas envie, je continue. Mais à titre d'information, j'ai mon compagnon, il travaillait chez Air France, il est à la retraite. On a énormément de voyages qui sont qu'on pourrait faire. Mais j'ai peur. En fait, j'ai peur de sortir de mon cocon, de ma maison, de mon confort. Ta zone de confort. Voilà, c'est ça. Et là, je crois que le travail que je dois faire sur moi-même en 2024, ce serait justement de prendre l'avion et de partir ailleurs. Et la fondation, ça a été un défi pour moi aussi par rapport à ça. Moi aussi, je fais hyper gaffe. Je sais où je vais, où je peux me garer. Moi, je conduis. Voilà, c'est ça. Et là, avec la fondation, on m'a dit il va falloir que tu prennes l'avion, meuf, et que tu ailles à Paris et que je vais pas pouvoir marcher, machin. Pardon. Et ça a été un défi, ouais, parce que d'un coup, il fallait se déplacer, machin. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver, quoi. Ouais, c'est bien. Alors, je demande pas d'aide parce que je suis fière et que voilà, je me débrouille. Mais oui, je peux, mais voilà. Mais ouais, c'est un défi de te dire. Alors attends, il faut que je traverse l'aéroport. Donc la veille, bouge pas trop. Attention, te couche pas tard. Dors pas trop sur le côté, sinon tu auras mal à la hanche. Tu pourras pas bouger. Non, mais c'est voilà. Mais moi, je conduis et la semaine dernière, je tombais en panne, j'avais plus de régulateur. Et moi, je conduis au régulateur. La merde pour descendre à Marseille, quoi. Tu vois, parce qu'en fait, moi j'ai la jambe droite touchée et en fait, j'arrive plus à relever le pied, donc je roule très vite. Ouais. En fait, il y a la période avant mon diagnostic, quand ma jambe elle me lâchait, j'avais une cale, je m'étais fait un chiffon en boule et je le calais pour arriver à freiner. Oh, j'étais un danger. Quand j'y repense maintenant, tout ça pour aller travailler, j'étais un danger public. Je roulais à 80 en ville, quoi. Tu vois, parce que je connaissais mes virages par cœur, hein, j'étais au taquet. Mais ouais, en fait, je comprends. Par rapport à ce que tu disais sur la circulation, la mobilité, etc. Quand les filles, elles disent oui, on conduit encore et tout. En tant que malade, on a besoin d'être encore autonome sur beaucoup de choses. Et ça, c'est hyper important pour nous, de pouvoir encore conduire, de pas se faire forcément emmener partout. C'est vrai qu'on a notre fierté aussi. Et encore plus en tant que malade, moi c'est super important pour moi de pouvoir continuer à travailler parce que je me dis que je suis très loin de la retraite encore. Alors je sais pas comment je vais finir, mais enfin le plus possible si je peux travailler, j'adore mon métier. Et on a toutes besoin de ça, de cette autonomie, que ça soit au volant, que ça soit pour se laver seul, enfin parce qu'il y a eu une période de notre vie, bah moi aussi, hein, j'ai eu besoin qu'on m'aide à me laver. Donc ça on a toutes vécu des moments très durs. Et aujourd'hui d'avoir aussi bien récupéré, d'avoir ce recul sur cette maladie. On a la niaque, mais on se la donne aussi, cette niaque, parce qu'on a partagé des choses tellement compliquées qu'aujourd'hui, l'accès à l'autonomie, à cette autonomie-là, on veut la garder. Moi, j'ai eu du mal beaucoup au début à accepter cette fameuse carte handicapée pour me garer. Et je me l'autorisais pas, cette place. Parce qu'en fait, je me disais, mais attends, t'es debout, tu marches plutôt bien. Il y a des fois, je me disais, oh, aujourd'hui, je marche bien. Je vais quand même pas faire semblant de boiter, de traîner la patte pour la justifier. Mais le regard des gens sur ce handicap-là, parce qu'un handicap invisible en fait. Moi j'ai beaucoup ce handicap invisible finalement, qui se voit pas, les problèmes urinaires, la jambe qui boite c'est plutôt en fin de journée. Je suis plutôt bien. Et les douleurs, je les montre pas.
Et en fait, je voulais pas la prendre, cette place. Et ça a été une acceptation pour moi, cette carte handicapée. Faut l'assumer, quoi. Et le regard des gens, quand tu sors de ta voiture et que tu marches très bien, on te regarde. Limite, moi, on allait vérifier sur mon pare-brise que j'avais bien la carte. Et je me suis énervée une paire de fois. Maintenant, je m'énerve plus, je m'en fiche. Mais alors, je la prends pas systématiquement. S'il y en a une juste à côté, je la laisse, effectivement. Mais des fois, quand je suis fatiguée et que j'ai mal et que je vais faire mes courses, eh ben, flûte, je la prends parce que j'y ai le droit, en fait. Voilà. Valérie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste déjà remercier le groupe parce que pour moi, ça a été mon sauveur, je dirais. Au départ, j'ai rencontré Bérangère parce que mon fils avait 9 ans quand il est tombé malade. Et donc on a fait en fait, ça faisait 1 mois qu'il n'était pas bien du tout et je faisais les allers-retours à l'hôpital, personne ne me croyait, on me renvoyait à la maison et jusqu'à ce qu'il se lève un matin où il avait un strabisme et puis c'est là qu'ils ont dit qu'il faisait un ADEME, donc il a fait 3 ADEME sur donc le premier en 2014 en décembre, le deuxième en mars 2015 et le troisième en août 2015. Et puis après, il a refait 5 névrites optiques jusqu'ici. Et il a commencé le CELSEP seulement il y a 3 mois. Il le supporte bien. Mais c'est vrai que quand Antoine est tombé malade, c'était en fait l'inconnu. Et ce que j'aimerais surtout souligner, c'est que lui, pour sa part, du reste, il a fait un exposé à l'école dernièrement. Et le dramatisme qu'il a le plus, c'est qu'on ne le croyait pas, au fait, qu'on lui disait « mais t'as rien ». À un moment donné, même les neurologues, on lui a posé le diagnostic de somatoforme entre 2 quand il avait des douleurs, parce qu'il pensait que c'était dans sa tête. Et même quand il faisait une poussée, il avait peur. Il me disait « Maman, mais t'es sûre que c'est une poussée? Parce que si je vais à l'hôpital et puis qu'on me dit que c'est pas une poussée, ils vont me renvoyer à la maison. » C'est terrible, quoi. Jusqu'à ce que le diagnostic de Mogad soit posé, ça a été très, très difficile. Et comme Bérangère, je suis allée taper sur Internet et j'ai tombé sur la fée des agrumes aussi. Oui, je travaillais, c'était un jour pendant ma pause de midi, je tape parce que je mettais tous les symptômes d'Antoine et je tombe sur la fée des agrumes. Et après, je suis tombée sur un témoignage de Léa aussi qui était dedans. Et puis après, je suis tombée sur le groupe de Bérangère et il m'a sauvée, quoi. Je veux dire, c'était... Ouais, je vous remercie. Non, mais je sais pas. Mais voilà, je suis tombée sur Bérangère et du reste, une petite anecdote, on se connaissait pas. D'accord. Mais à part ça, on vient de Suisse et j'ai rencontré Bérangère au tout départ. J'ai pris mon caclon de fondu, mon paquet de fondu et on a débarqué à Marseille avec mon chéri Antoine. Et puis c'était magique, quoi. Oui, vous avez fait des gros... Ouais. Ah, ouais. Ça allait pas bien, vous pleuriez beaucoup tous les deux et je sais pas, spontanément on s'est mis à envoyer des photos à Antoine. Tu te rappelles? On a envoyé. Moi j'étais au boulot, ouais, je venais de coller un gamin et j'avais pris une feuille, j'avais écrit Antoine dessus avec un cœur et j'y avais posté. Même Youssef qui d'habitude Sa Majesté ne se montre pas, on avait tous posté une vidéo. C'est-à-dire que Antoine c'était notre bébé à nous, hein. C'était voilà, c'était ouais, en tout cas, c'était notre premier petit garçon, enfant, et il a été en tout cas, vous m'avez aidé, il a été notre bébé à tout le monde en fin de compte. Et il fait 1m90 maintenant, il a 18 ans, et c'est vrai que et puis je confirme que maintenant il est bien pris en charge, hein, maintenant. Je dis juste au départ, on était là pour ça, et en 2014. Mais pour une maman de voir, je ne sais pas s'il y a des mamans qui ont des enfants qui sont dans cette situation, mais s'il y a une chose que je peux dire, c'est croyez votre enfant, écoutez-le et... Ah oui. C'est ça. Tu veux dire un petit mot, Youssef? Si. Parce que t'as... Non, parce que, alors, Youssef, il est beau parce qu'il parle. On a reçu un message sur le groupe Malika. Ah bon? Mon frère, il a votre maladie, mais il ne veut pas venir parler. Il ne veut pas parler de sa maladie. C'est pas possible. Non, moi déjà, 3 points. Bon, déjà, moi, vous savez que je vous aime tous, hein, d'accord? Ok, pas de souci là-dessus, ok? D'accord? Allez.
S'il te plaît. Alors, que dire sur Youssef? Youssef, c'est un homme au grand cœur. Il est plein d'amour et plein de tendresse. Voilà. Il fait passer pas tout par l'humour. Avec Youssef, quand il vous répondra à un poste, ça sera toujours avec des grosses blagues, ça sera toujours avec des moqueries, ça sera toujours avec quelque chose, mais ça sera toujours de la bienveillance. Non, mais il se moque de lui-même déjà. Il essaye de pécho. Oui, il essaye de se faire une meuf. Alors voilà, Youssef, c'est un grand dragueur, il aime toutes les femmes. Voilà. Les hommes aussi, hein. Tous les hommes aussi. Et alors, à titre d'information aussi, c'est que Youssef, on avait toujours envie de le voir. On ne l'a jamais vu. C'est la première fois qu'il vient. Il a fait un grand effort pour venir nous rejoindre aujourd'hui et hier aussi. Et c'est vrai que c'est un beau cadeau de Noël qu'on a eu. Ah, Youssef, c'est celui, quand on n'est pas bien, quand on poste un message sur le groupe, on dit ah, il va bien, je suis fatigué, ça va pas. Youssef, il te dit non, mais tu vas bouger maintenant, ça suffit, et tout va bien. Allez, viens, il y a des promos à Carrefour, on va les voir. Et voilà, c'est cool. On se laisse pas aller. On est là, Youssef, on se laisse pas aller, on y va. Tu clôt. J'ai envie de faire pipi. Il est l'heure de terminer ce premier événement patient, ces premières 2 journées autour de la NMO et de la MOGAD. Au nom de la Fondation en France et puis de la Fondation au niveau global, je voudrais remercier l'équipe France quand même qui s'est mobilisée, l'équipe Belgique aussi qui est avec nous aujourd'hui. Je pense que vous pouvez les applaudir, elles se démènent pour vous. Et je voudrais remercier vous, toutes les personnes qui se sont déplacées, qui ont fait l'effort de venir. Alors certains d'autres pays et pour d'autres de la France entière. Voilà. La fondation, c'est votre fondation aussi. C'est tout ce qui est fait pour vous et pour vous aider. On vous tiendra au courant des vidéos qui vont sortir. On vous redit que tous les webinaires sont disponibles et on va continuer à en faire tout au long de 2024. La fondation a aussi une activité auprès des élus, auprès des médecins pour effectivement changer, améliorer, toujours avancer. Et on reviendra aussi vers vous parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais pour vous demander ce dont vous auriez besoin, de quoi vous avez besoin. Il y a des choses en France effectivement qui se passent bien et puis il y a des choses qui se passent moins bien et on reviendra vers vous pour vous demander voilà, de quoi vous avez besoin très techniquement, très pragmatiquement dans votre vie de tous les jours et comment on peut aider nous derrière. Yeah. So Soumaira, there you go. Come. Mais mon français n'est pas bon. Non. French. You can cry in French. Je vais t'asseoir. I'm very proud. I'm very proud of all of you. I don't know, beaucoup d'émotions. Sorry. Merci à TSF France, Guillaume, all of you, because without you, we can't do this. And I don't know, I feel so emotional. I don't know. Just thank you. Very, very grateful. Je vais vous traduire parce que je suis bilingue. Elle est très reconnaissante à l'équipe française et elle est très heureuse que vous ayez pu participer, que vous ayez pu partager ce moment avec elle, sachant que Soumaira et la Fondation organisent ce genre d'événements un peu partout dans le monde, aux États-Unis bien entendu où ils ont commencé, mais il y a moins d'un mois ils ont fait la même chose en Italie. Ils partent demain en Espagne pour essayer de monter les mêmes projets et donc vous aviez des Danois, vous aviez une Polonaise avec vous aujourd'hui qui voilà, diffuse tout ce que fait la Fondation un peu partout dans le monde. En dernier, je voudrais remercier aussi les sponsors qui ont permis que la journée ait lieu, donc Amgen, Adcientiam, Alexion, UCB et Roche.
et vous remercier encore une fois. Il reste de la nourriture au fond et je vous souhaite une très bonne fin de journée et j'espère que vous allez continuer à échanger encore pendant une grosse demi-heure.